Avant de passer à l'entrevue avec une jeune immigrante de 19 ans, j'aimerais expliquer brièvement l'aspect sociologique des difficultés d'embauche au Québec. Quand on observe le parcours de plusieurs nouveaux arrivants, on remarque souvent un phénomène important, la mobilité descendante. Cela signifie que des personnes qui avaient un bon emploi ou un haut niveau d'études dans leur pays d'origine se retrouvent ici dans des postes qui sont beaucoup moins qualifiés. Par exemple, une personne formée en ingénierie peut finir commis dans un magasin. Ce genre de situation touche leur identité professionnelle, leur confiance et parfois même leur sentiment d'intégration. On voit que certains de ces obstacles sont structurels, donc il peut s'agir de démarches administratives compliquées ou de règles qui ralentissent l'accès à un premier emploi. Parfois, un simple document manquant peut empêcher quelqu'un d'être engagé. Cela montre que les barrières ne sont pas seulement personnelles, elles sont intégrées dans les procédures, dans les diverses normes et dans la façon dont la société fonctionne. Un autre exemple est l'exigence d'expérience québécoise qui crée un cercle vicieux. Pour décrocher un emploi, on demande de l'expérience locale, mais pour obtenir cette expérience, il faut qu'un employeur accepte de faire confiance dès le départ. Certaines personnes se tournent alors vers des milieux qui sont plus accueillants, comme l'économie sociale. C'est souvent un environnement qui est plus humain, mais les salaires y sont généralement plus bas. Bref, la sociologie nous montre que l'intégration professionnelle ne dépend pas seulement des qualifications, mais aussi de la façon dont la société accueille les compétences des nouveaux arrivants. Et maintenant, place à l'entrevue avec Salma, 19 ans, qui va nous raconter sa propre expérience. Alors, depuis ton arrivée au Québec, as-tu eu l'impression que tes compétences ou tes diplômes n'étaient pas reconnus par les employeurs? Et si oui, comment cela ça a comme influencé ton parcours professionnel? Mais si je peux donner un exemple, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais vraiment motivée à trouver un petit emploi. C'est pour m'aider à payer certaines de mes dépenses. Donc, je me suis dit, étant donné que j'ai déjà travaillé dans un café dans mon pays et que c'est pas mal les mêmes compétences, je me suis dit que ça allait être simple d'en trouver un emploi ici. Donc, je suis allée porter plusieurs CV dans les cafés de mon quartier. Et à chaque fois que j'allais déposer mon CV, ils étaient quand même intéressés par mon profil, mais ils me regardaient en me demandant, t'as déjà travaillé dans un café? Là, je répondais oui, mais ils me demandaient, ah oui, où ça? Ils me demandaient, c'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire? Et par la suite, je me souviens d'une gérante dans un café qui m'avait dit, mais nous ici, on est vraiment local, donc on préfère quelqu'un qui a déjà travaillé dans un café au Québec / à Montréal. Elle l'a vraiment dit comme ça, comme mot pour mot. Est-ce que Et au début, t'avais l'impression que, genre, elle voulait dans un sens que elle préférait qu'en fait tu sois québécoise et que du coup tu penses que, genre, en mode si t'étais québécoise, tu serais mieux intégrée par rapport à la clientèle que elle avait par rapport à son café? Et la plupart, sa réponse, elle avait vraiment l'air de vouloir dire que nous, on a une clientèle assez locale et québécoise, fait qu'on veut vraiment quelqu'un qui Qui est est québécois dans le fond. qui est québécois dans le fond. Donc, c'est pas le fait que moi, je sais pas mal tout faire dans un café, c'est-à-dire toutes les compétences qu'il y a à avoir en tant que barista, je les ai, mais on dirait que ça l'a vraiment freiné le fait que je sois pas québécoise. Ça a vraiment mis un frein par rapport à ma candidature. Puis, par respect, elle m'a dit, on va te rappeler, etc. Mais évidemment, elle m'a jamais rappelé. Donc, c'est sûr que moi, à ce moment-là, j'étais un peu, ça m'a un peu choquée. Est-ce que le fait de ne pas avoir de réseau social ou professionnel ici au Québec a rendu ta recherche d'emploi un peu plus difficile? Et si oui, comment ça s'est manifesté dans ton quotidien? Ben, une chose que j'ai compris ici, quand je suis arrivée vraiment à Montréal, c'est que c'est beaucoup du bouche à oreille. Fait que quand t'as pas vraiment de réseau social ou professionnel, comme tu l'expliques, j'ai l'impression que en soi, il y a personne qui peut te référer, il y a personne qui peut valider que t'es fiable, personne t'explique vraiment comment, tu sais, le marché fonctionne en soi. Donc, j'avais l'impression que mes amis, mes amis que je me suis fait quand elles me racontaient comment elles ont trouvé des emplois, ça avait l'air tellement plus facile. Alors que moi, vraiment, comme si je peux le dire comme ça, je passais mes soirées
voir mes nuits sur Indeed, à scroller, à essayer de voir quel emploi pourrait correspondre à mes compétences, parce que mes compétences, je les ai, mais comme j'ai dit, ce ne sont pas des compétences que j'ai acquises ici au Québec, donc c'est Ouais, sûr c'est que sûr, ça c'est... mal toutes les candidatures. Donc, moi, j'ai trouvé ça un petit peu lourd, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que C'est ça fatigant aussi c'est d'avoir fatigant. plus de travail. C'est décourageant aussi, je trouve, le fait qu'on ne reconnaisse pas les compétences, que ce soit même par le fait qu'on les reconnaît pas parce qu'ils viennent d'ailleurs, ou que certains portent un préjugé sur toi par rapport à ton nom ou ton accent, comme on a déjà expliqué. Donc, c'est sûr que ça freine vraiment la recherche d'emploi, et ça fait en sorte que ça peut un petit peu te décourager en tant que personne qui est quand même, c'est-à-dire on est quand même dévoué à trouver un emploi parce qu'on Ouais. en a besoin, pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on doit le faire. Mhm. Ok, donc as-tu déjà senti que tu faisais face à des formes de discrimination, qu'elles soient visibles ou invisibles, en lien par exemple avec ton origine, ton accent, lors des moments que tu cherchais des emplois? Oui, ça m'est arrivé. C'était quand même, comme tu as dit, des discriminations un peu subtiles. Ouais. Donc, par exemple, une fois, dans une entrevue, c'était pour un poste de caissière dans une épicerie, là, assez banal. Mais le gérant, pardon, il commençait à complimenter mon accent. Il commençait à me poser des questions. Vous venez d'où? Ah, comment vous avez appris le français? Ah, vous avez un français excellent pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et dans le fond, c'est pas, je sais que c'est pas méchant, mais je sens qu'après cette question, il y a comme un intérêt qui diminue un peu par rapport à ma candidature. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de quelqu'un, un Québécois, si je peux dire ça, de souche, il n'a pas à faire face à toutes, c'est-à-dire ces questions, etc. Ouais, genre Comme... c'est comme si tu avais l'impression d'être dans un interrogatoire. Ouais, Exactement. et qu'on te donne, on te demandait trop, alors que de base, peut-être qu'il a pas besoin de savoir tout ça. Exactement, parce Ouais, je qu'en comprends. soi, ici, on parle d'un poste de caissier dans une épicerie. C'est pas un poste pour travailler au gouvernement. Là, c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est sûr que on le sent, même si c'est très subtil et que c'est pas de manière méchante envers la personne. Ouais, je comprends. Passons maintenant à tout ce qui touche à la dimension politique avant d'écouter l'entrevue avec un professeur en politique. Donc au Québec, il y a eu plusieurs décisions gouvernementales qui ont eu un impact direct sur la capacité des immigrants à entrer sur le marché du travail. Donc l'un des premiers obstacles qui a été remarqué, c'était la reconnaissance des compétences étrangères. Donc il y avait beaucoup de professions où le processus il était lent, exigeant et rempli d'étapes administratives. Donc il y avait certains immigrants qui devaient reprendre des examens, refaire des démarches qui étaient assez coûteuses ou fournir énormément de documents afin d'avoir le droit d'exercer leur métier. Donc toutes ces mesures qui sont parfois perçues comme préventives, finalement elles ralentissent leur intégration et les découragent également. Donc la langue aussi, depuis peu, joue un rôle très important au Québec parce que depuis 2022, la protection du français est devenue une priorité. Donc il y a plusieurs services ou programmes liés à l'emploi qui ne sont offerts qu'en français. Donc pour les nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas assez le français, ça crée une certaine barrière supplémentaire. Donc il y a parfois même l'accès à un accompagnement pour trouver un emploi, ça devient compliqué à cause que la langue utilisée dans les services n'est pas celle parlée par les immigrants. Donc les politiques liées aux nouveaux arrivants s'appliquent également pour les travailleurs temporaires. Donc il y a plusieurs règles qui se sont durcies et maintenant il y a par exemple des délais pour obtenir ou renouveler un permis de travail et ça devient vraiment plus long qu'à l'habitude. Donc les procédures administratives deviennent aussi de plus en plus complexes. Donc ce manque de rapidité crée de l'incertitude du côté des employeurs qui peuvent même perdre des employés en milieu de contrat parce que les renouvellements arrivent trop tard. Et cette situation met une pression énorme sur les entreprises qui comptent sur cette main-d'œuvre pour fonctionner et faire rouler leur marché surtout. Donc à tout cela s'ajoute une certaine lourdeur administrative parce que même les employeurs qui souhaitent vraiment embaucher se retrouvent coincés dans la paperasse, les délais d'attente et les procédures qui rendent le recrutement hyper difficile. Donc cette complexité fait en sorte que même lorsqu'il y a un besoin urgent de travailleurs,
les entreprises font face à ces obstacles qui sont hors de leur contrôle. Donc finalement, la dimension politique, elle est donc très essentielle pour comprendre la situation parce que les règles, les priorités linguistiques et les choix administratifs sont toutes des mesures qui sont décidées par les gouvernements et les institutions uniquement. Donc c'est eux qui peuvent décider qui peut rentrer, qui peut travailler et dans quelles conditions. Et finalement, leurs décisions sont très importantes parce que finalement, elles impactent directement la réussite ou même la difficulté des immigrants sur le marché du travail. Et maintenant, pour mieux comprendre toutes ces décisions, on va écouter une interview avec l'expert en politique Guillaume Murphy. Ont besoin de ces travailleurs-là. Alors, si à un certain point, la politique linguistique vient faire en sorte qu'il y a moins ça coupe dans la main-d'œuvre, il y a moins de personnes disponibles pour travailler parce que moins de personnes sont en mesure de faire le test ou c'est carrément quelque chose de rébarbatif. Ça devient décourageant pour une personne, un travailleur temporaire, une travailleuse temporaire, de venir travailler au Québec à cause de ces politiques linguistiques-là. Là, c'est évident que ça va nuire à l'entreprise. Par contre, je serais curieux de voir l'impact réel de ça parce que c'est facile de spéculer. C'est de dire que sans l'ombre d'un doute, les entreprises vont souffrir parce qu'il va y avoir moins de travailleurs. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver? C'est quelque chose. Il faut éviter dans des situations comme celle-là de tomber dans l'émotion, les passions, puis voir concrètement, statistiquement, ça risque d'être quoi les impacts. Puis ça, on va seulement savoir après quelques années, là, quand on va justement avoir des données sur cette politique-là. Dans un rapport de l'OCDE qui souligne que la reconnaissance des compétences est un obstacle majeur. Mais je me demandais pourquoi les institutions québécoises ont-elles autant de difficultés à reconnaître les diplômes et les expériences des immigrants. Je trouve que c'est quelque chose qui est en discussion depuis plusieurs années, mais on n'a jamais eu de progrès. C'est le classique d'avoir des ingénieurs, même des médecins qui sont chauffeurs de taxi là, au Québec. Là. Oui, c'est absurde dans une certaine mesure parce qu'on se prive de talent, là. On se prive de personnes là, qui sont vraiment formées. Puis il y a quelque chose de dommage dans tout ça. Il y a un aspect très bureaucratique à ça. Là. Donc, c'est de voir s'il y a les équivalences, parce que les équivalences au niveau des compétences atteintes par la formation, puis il y a plusieurs formations qui sont pas nécessairement reconnues. Mais c'est très bureaucratique. Le ministère de l'Éducation, c'est une grosse machine bureaucratique. Puis, dans son langage, les niveaux de compétences atteintes, ça fait en sorte que c'est difficile sur papier du moins, de prouver les équivalences. Donc, c'est pour ça que c'est une discrimination négative. Là, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se retrouvent à avoir la formation, mais que les diplômes sont pas en mesure finalement de prouver l'équivalence. Puis après ça, le chemin à faire, c'est de refaire toute la formation sans avoir des cours de crédité. Là, c'est lourd là, quand même. Là, puis je pense que c'est quelque chose de bien dommage là, auquel finalement le gouvernement devrait s'attaquer un jour ou l'autre. Là. Pour conclure, on va maintenant aborder l'aspect économique. Juste avant notre vue avec notre VP en finance, le Québec, maintenant, depuis quelques années, fait face à une pénurie de main-d'œuvre qui est bien réelle, car il y a beaucoup d'immigrants très qualifiés qui n'arrivent pas à travailler dans leur domaine. Donc ce phénomène se voit clairement dans les écarts salariaux. Il y a plusieurs immigrants qui gagnent souvent moins que les personnes qui sont nées au Québec, même lorsqu'ils ont le même niveau d'études. Autrement dit, 2 personnes qui possèdent un diplôme universitaire ne recevront pas le même salaire selon qu'elles soient nées ici ou ailleurs, et cette différence n'est pas liée aux compétences, mais aux barrières rencontrées. On voit que plusieurs immigrants sont dirigés vers des secteurs où les salaires sont beaucoup plus faibles, comme l'économie sociale. Donc ce sont des milieux qui sont beaucoup plus accueillants et qui offrent généralement des salaires bas et beaucoup d'insécurité, ce qui crée encore plus d'écart de revenus. Le taux de chômage renforce ces inégalités. Par exemple, chez les immigrants arrivés depuis 5 ans ou moins, il peut monter jusqu'à près de 20% de taux de chômage.
Même ceux ayant un diplôme universitaire obtenu à l'étranger, le taux reste assez élevé et cela les pousse à accepter des emplois précaires ou sous-payés, ce qui augmente les écarts salariaux. Donc tout cela entraîne une sous-utilisation du capital humain. Donc quand une personne formée en ingénierie, en finance ou en santé doit se tourner vers un emploi non qualifié, ce n'est pas seulement une perte individuelle, mais c'est une baisse de productivité et d'innovation pour toute l'économie en fait québécoise. Au final, mieux intégrer les immigrants serait non seulement bénéfique socialement, mais aussi extrêmement rentable d'un point de vue économique. Cela permettrait de réduire les écarts salariaux, de renforcer la productivité et d'utiliser pleinement les compétences qui sont déjà présentes au Québec. Et maintenant, on va entendre l'analyse de notre invité, un VP en finance qui va nous expliquer ce que cette situation représente pour les entreprises. D'un point de vue financier, pensez-vous que cette exigence crée un coût réel pour les entreprises? Aucun doute. Si on facilite donc cette intégration-là, on est en mesure d'avoir accès, comme je disais, à un bassin de compétences plus rapide. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de reporter des projets. Et donc, tout retard dans des développements technologiques ou peu importe, ça occasionne des coûts ou ça se résulte en une réduction des revenus parce que tu es obligé de reporter des projets parce que tu n'as pas accès à ces compétences-là. Donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit que de favoriser cette intégration-là plus rapide favoriserait donc les entreprises pour accéder à des projets plus rapides. Donc selon vous, est-ce que faciliter la reconnaissance des compétences pourrait-il réduire les coûts liés à la rareté de main-d'œuvre et améliorer le rendement des organisations? Très bonne question. Écoute, moi je pense que oui, définitivement, il y a aucun doute dans mon esprit. On le voit, on entend parler, on n'a qu'à prendre le taxi à l'occasion et puis suivant une discussion qu'on a avec le chauffeur, on se rend compte que cette personne-là a des diplômes d'ingénieur et tout ça dans leur pays d'origine, mais qu'ici, c'est pas reconnu. Et donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'avoir une facilité ou un cheminement plus facile pour reconnaître cette compétence-là permettrait aux entreprises d'avoir accès à un bassin plus grand de compétences, puis ensuite faire les sélections appropriées pour vraiment combler les besoins dans les entreprises. J'ai pas de chiffre à l'appui, mais c'est évident qu'il y a un arrimage à faire. On entend parler aussi au niveau des soins de santé. Même dernièrement, je pense qu'il y avait des médecins français qui avaient de la difficulté à se faire reconnaître ici au Québec. Et on connaît là, le manque de personnel au niveau des soins de la santé. Donc, définitivement, qu'il y a une facilité pour ces gens-là qui devrait être élaborée pour permettre une reconnaissance plus rapide de ces compétences-là, définitivement. Parfait. D'un point de vue financier, pensez-vous que certaines exigences liées à l'immigration créent un coût réel pour certaines entreprises? Je pense qu'effectivement, peut-être pas dans mon cas précis, parce que moi, je travaille dans une compagnie manufacturière qui élabore des solutions de sécurité là, pour les mineurs. Donc, on a de l'expertise d'un peu partout. Mais il n'y a aucun doute que pour des secteurs d'activité comme par exemple l'agriculture, où il y a des maraîchers québécois qui ont besoin de de l'immigration pour s'assurer que les récoltes sont faites à temps et en qualité. Et donc, si ces agriculteurs-là n'ont pas accès à l'immigration, ça peut avoir un coût énorme et même fatal pour ces entreprises-là. Et si ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès
à cette immigration-là, effectivement, c'est vie ou de mort là, pour ces entreprises-là. Donc,